Un meurtre sera commis le par Agatha Christie. Partie 7 du livre audio. Chapitre 21. 3 femmes. À Little Paddocks, on avait fini de dîner. Le repas, silencieux, s'était déroulé dans une atmosphère pesante. Conscient de n'être pas en odeur de sainteté, Patrick n'avait fait que de vagues tentatives pour entretenir la conversation. Tentatives qui n'avaient d'ailleurs pas été très bien accueillies. Philippa Ames était perdue dans ses pensées. Même Miss Blacklock n'avait fait aucun effort pour afficher sa bonne humeur habituelle. Elle s'était changée pour les dîners et portait maintenant son collier de camée. Mais, pour la première fois, la peur se lisait dans ses yeux cernés et se trahissait dans ses mains agitées de tic. Seule Julia avait gardé son air cynique et détaché pendant toute la soirée. « Je suis navrée, Letty, dit-elle. Mais je ne peux pas boucler mes valises et prendre la poudre d'escampette. La police ne me le pardonnerait sans doute pas. Rassurez-vous, cependant, je ne vais sans doute pas abuser de votre hospitalité très longtemps. J'imagine que l'inspecteur Craddock ne va pas tarder à arriver avec un mandat et des menottes. En fait, je me demande pourquoi il ne l'a pas déjà fait. « Il est à la recherche de la vieille Miss Marple, » dit Miss Blacklock. « Vous croyez qu'elle a été assassinée, elle aussi ?» demanda Patrick avec une curiosité toute scientifique. « Mais pourquoi ? Que pouvait-elle bien savoir ?»« Je l'ignore, » énonça mollement Miss Blacklock. « Peut-être Miss Murgatroyd lui avait-elle révélé quelque chose. » Si elle a été tuée, elle aussi, je ne vois logiquement qu'une personne qui ait pu faire le coup, dit Patrick. Qui ça ? Inchleaf, bien sûr, s'exclama triomphalement le jeune homme. C'est aux Boulders qu'on l'a vue vivante pour la dernière fois. Pour moi, elle n'a jamais quitté les Boulders. Tu me donnes la migraine, se plaignit Miss Blacklock d'une voix blanche, tout en pressant ses doigts contre son front. Pourquoi Inch irait-elle tuer Miss Marple ? Ça ne tient pas debout. Ça tiendrait debout, si c'est Inch qui a tué Murgatroyd, dit Patrick, toujours éminemment satisfait de ses déductions. Inch n'aurait jamais tué Murgatroyd, protesta Philippa, que l'indignation venait de faire sortir de son apathie. Je vous fiche mon billet qu'elle en aurait été capable, si Murgatroyd avait fait une gaffe révélant que sa Inch bien-aimée était la coupable. De toute façon, Inch se trouvait à la gare au moment du meurtre de Murgatroyd. Elle a pu la tuer avant de partir. « Tuer, tuer, tuer !» cria soudain Miss Blacklock à la stupeur générale. « Vous ne pouvez pas parler d'autre chose !»« Vous ne comprenez donc pas que j'ai peur ? Oui, j'ai peur. Avant, je n'avais jamais eu peur. Je m'étais toujours cru capable de me défendre. Mais que faire contre un meurtrier qui attend ? Qui guette, qui observe tout, qui attend son heure. Oh, mon Dieu ! Elle se prit la tête dans les mains. Quelques instants plus tard, elle se redressa et s'excusa avec raideur. « Je suis désolée. J'ai perdu le contrôle de moi-même. »« Ce n'est rien, tante Letty, » la rassura affectueusement Patrick. « Je vous promets de vous faire un rempart de mon corps. »« Toi, » dit simplement Miss Blacklock. Mais la désillusion qui perçait sous ce mot était presque une accusation. Cette scène s'était déroulée juste avant le dîner, et Mitzi avait alors créé une diversion en venant déclarer qu'elle n'avait pas l'intention de préparer le repas. « Je ne fais plus rien dans cette maison. Je vais dans mon chambre. Je m'enferme à clé. Je reste là jusqu'au lever du jour. J'ai peur. Les gens se font tuer. Cette Miss Murgatroyd, avec sa grosse bouille d'anglaise bête à manger du foin. Qui pouvoir bien avoir eu envie de la tuer, elle ? Seulement un maniaque. Alors c'est un maniaque qui est dans le parage. Et un maniaque, il se moque de savoir qui il tue. Mais moi, je ne veux pas être tuée. Il y a des ombres dans la cuisine. Et des bruits, j'entends. Je pense il y a quelqu'un dans la cour, et puis je vois une ombre près de la porte du cellier, et puis j'entends des bruits de pas. Donc maintenant, je vais dans mon chambre et je ferme la porte à clé. Et même, peut-être, je pousse le commode contre la porte. Et demain matin,
Je dis à ce policier cruel que je m'en vais d'ici. Et s'il ne me laisse pas partir, je dis. Je crie et je crie encore, jusque vous me laissez partir. » Se rappelant de quoi Midzi était capable en matière de cris, tous furent parcourus d'un frisson d'horreur. « Alors je vais dans mon chambre, » dit Midzi, répétant sa phrase afin que ses intentions soient bien claires. D'un geste symbolique, elle ôta son tablier de cretonne. « Bonsoir, Miss Blacklock. Peut-être demain matin, vous n'êtes plus en vie. Alors, si c'est le cas, je vous dis au revoir. » Sur quoi elle sortit sans se retourner, et la porte se referma tout doucement, avec son léger grincement habituel. Julia se leva. « Je m'occupe du dîner, » annonça-t-elle d'un ton neutre. « C'est mieux ainsi. Ce sera moins gênant pour vous tous que de m'avoir à votre table. Étant donné qu'il s'est constitué votre protecteur, tante Letty, je pense que Patrick sera bien avisé de goûter chaque plat avant vous. Je ne veux pas qu'on m'accuse de vous avoir empoisonné par-dessus le marché. » Julia leur avait donc préparé et servi un repas délicieux. Philippa s'était rendue à la cuisine pour lui proposer de l'aider, mais Julia avait répondu d'un ton ferme qu'elle n'avait pas besoin d'aide. « Julia, je voudrais vous dire quelque chose. »« Ce n'est guère le moment de se faire des confidences puériles, » l'avait sèchement rembarré Julia. « Retournez plutôt à la salle à manger. » À présent, le repas terminé, on prenait le café au salon, sur la petite table près de la cheminée. Personne ne savait trop quoi dire. Ils attendaient, voilà tout. À 8h30, l'inspecteur Craddock téléphona. « Je serai parmi vous dans environ un quart d'heure, » annonça-t-il. « J'amène le colonel et Mrs. Easterbrook, ainsi que Mrs. Swettenham et son fils. »« Mais vraiment, inspecteur, je ne suis pas en état de m'occuper d'invités ce soir. » Miss Blacklock semblait à bout de force. « Je sais ce que vous éprouvez, Miss Blacklock, et je suis désolée. Mais c'est impératif. »« Avez-vous retrouvé Miss Marple ?»« Non, » répondit l'inspecteur avant de raccrocher. Julia remporta le plateau du café dans la cuisine où, à sa grande surprise, elle trouva Midzi en contemplation devant les assiettes et les plats empilés près de l'évier. Ladite Midzi se lança tout aussitôt dans un véritable maelstrom verbal. « Voyez ce que vous avez fait dans ma si belle cuisine. Cette poêle, uniquement pour les omelettes, je m'en sers. Et vous, pourquoi vous l'avoir utilisée ? » ?»« Pour faire frire des oignons. »« Elle est fichue. Il va falloir la laver maintenant, et jamais, je ne lave ma poêle à omelette. Je la frotte soigneusement avec du papier journal, et c'est tout. Et ce casserole que vous avez sali, il est seulement pour le lait. » « Je ne pouvais pas deviner quelle casserole vous utilisiez à quoi, » se rebiffa Julia, vexée. « Vous aviez décidé d'aller vous coucher, et Dieu seul sait ce qui vous a pris de vous relever. Retournez donc dans votre chambre, et laissez-moi faire la vaisselle en paix. »« Non, utilisez ma cuisine, je ne vous laisse pas. »« Oh, Midzi, vous êtes vraiment une enquiquineuse. » Et Julia, furieuse, quitta la cuisine, au moment précis où on sonnait à la porte. « Je ne vais pas ouvrir !» cria Midzi de la cuisine. Julia marmonna une grossièreté résolument d'outre-Manche et alla ouvrir la porte d'entrée. C'était Miss Inchleaf. « Bonsoir » lança-t-elle de sa voix bourrue. « Désolée de débarquer comme ça, mais l'inspecteur vous a téléphoné, je suppose. »« Il ne nous a pas dit que vous veniez, » répondit Julia en la conduisant au salon. « Il m'a dit que je n'étais pas obligée de venir, si je n'en avais pas envie. Seulement, il se trouve que j'en avais bougrement envie. » Personne ne présenta ses condoléances à Miss Inchleaf, ni ne mentionna la mort de Miss Murgatroyd. Le visage ravagé de cette grande femme vigoureuse parlait de lui-même. Toute parole de sympathie aurait été déplacée. « Allumez toutes les lampes, » dit Miss Blacklock, « et remettez du charbon dans la cheminée. J'ai horriblement froid. Venez vous asseoir près du feu, Miss Inchleaf. L'inspecteur nous a dit qu'il serait là d'ici un quart d'heure. Il ne devrait plus tarder maintenant. »« Midzi est redescendue, » dit Julia. « Vraiment ?
Parfois, je me dis que cette fille est folle, complètement folle. Mais peut-être, après tout, que nous sommes tous fous. Ça me hérisse toujours le poil quand on me dit que tous les gens qui commettent des crimes sont des cinglés, explosa brutalement Miss Inchleaf. Horriblement sensé, sain d'esprit, à vous en faire froid dans le dos. Voilà comment je vous fiche mon billet qu'ils sont, les criminels. Le bruit d'un moteur se fit entendre, et Cradock entra bientôt en compagnie du colonel et de Mrs. Easterbrook, talonnés par Edmund et Mrs. Swettenham. Ils avaient tous l'air passablement dépassés par les événements. « Ah, voilà un bon feu !» dit le colonel Easterbrook, d'une voix qui n'était plus qu'un faible écho de sa voix habituelle. Mrs. Easterbrook refusa d'ôter son manteau de fourrure et s'assit près de son mari. Son petit visage étroit, toujours aussi insipide mais d'ordinaire plutôt plaisant à regarder, était cette fois figé dans une expression chafouine. Edmund, d'humeur exécrable, semblait en vouloir à la terre entière. Mrs. Swettenham, manifestement persuadée qu'il fallait bien que quelqu'un, et de préférence elle-même, se dévoue pour faire la conversation, fonça bille en tête. « C'est affreux, non » mondanisa-t-elle, affable. « Tout ceci, je veux dire, et ce qu'il y a de sûr, de vous à moi, c'est que moins on en dit, mieux ça vaut. Parce que c'est comme la peste. Personne ne sait qui sera le prochain. » Chère Miss Blacklock, vous ne croyez pas que vous devriez prendre un doigt de cognac? Rien qu'un doigt. Je me tue toujours à le dire. À mon avis, il n'y a rien de tel qu'un doigt de cognac. C'est un tel stimulant. Nous devons vous sembler terriblement sans gêne de forcer ainsi votre porte et de nous imposer, mais l'inspecteur Cradock nous a obligés à venir. Et c'est horrible. On ne l'a pas retrouvée, vous savez. Cette pauvre petite vieille du presbytère, veux-je dire. Bunch Harmon est dans tous ses états. Personne ne sait où elle a bien pu aller au lieu de rentrer à la maison. Elle n'est en tout cas pas venue chez nous. Je ne l'ai même pas vue de la journée. Et si elle était passée, je l'aurais su, parce que j'étais au salon, sur l'arrière de la maison, vous savez. Et Edmund était en train d'écrire dans son bureau qui se trouve sur le devant, ce qui fait que, d'un côté ou de l'autre, nous l'aurions forcément remarqué. Seigneur Dieu, j'espère que rien n'est arrivé à cette chère et adorable petite vieille, qui a encore toute sa tête et tout. Maman, gémit Edmund, qui semblait au martyr, est-ce que tu ne pourrais pas la boucler? Très bien, mon petit, très bien. Je ne dirai plus un mot, se résigna Miss Swettenham en s'asseyant sur le sofa à côté de Julia. L'inspecteur Cradock se tenait près de la porte. Face à lui, et quasiment en rang d'oignon, se trouvaient les trois femmes, Julia et Mrs. Swettenham sur le sofa, et Mrs. Easterbrook sur le bras du fauteuil occupé par son mari. S'il n'avait pas provoqué cette mise en scène, elle lui convenait néanmoins fort bien. Miss Blacklock et Miss Inchleaf s'étaient rencognées près de la cheminée. Edmund était debout près d'elle, et Philippa restait à l'écart, dans l'ombre. « Vous savez tous que Miss Murgatroyd a été tuée, » dit le policier sans préambule. « Nous avons des raisons de penser que son assassin est une femme, et certains indices complémentaires nous permettent de limiter encore l'éventail des coupables possibles. Je vais demander à certaines dames ici présentes de me dire ce qu'elles faisaient cet après-midi entre 4h et 4h30. J'ai déjà recueilli le témoignage de la jeune personne qui se fait appeler Julia Simons. Je vais la prier de répéter ses déclarations. À cette occasion, Miss Simons, je dois vous prévenir que vous n'êtes pas tenue de répondre si vous estimez que vos réponses peuvent vous incriminer, et qu'en revanche, tout ce que vous direz sera noté par le constable Edwards et pourra être utilisé devant un tribunal. « C'est ce que vous êtes obligé de me dire, non ?» demanda Julia, plutôt pâle, mais toujours calme. « Je répète que cet après-midi, entre 4h et 4h30, je me suis promenée le long du champ qui mène au ruisseau, près de la ferme des Compton. J'ai rejoint la route en coupant par le pré aux 3 peupliers. Je ne me souviens pas d'avoir croisé qui que ce soit. Je ne me suis pas approchée des Boulders. »« Mrs. Swettenham ? » ?»« Est-ce que vous allez tous nous informer de nos droits ?» demanda Edmund.
Non, répondit l'inspecteur en se tournant vers lui. Seulement Miss Simons, pour l'instant. Je n'ai aucune raison de penser qu'un autre témoignage risque d'incriminer quelqu'un, mais bien sûr, vous êtes tous en droit de réclamer la présence d'un avocat. Oh, mais ce serait complètement stupide, et quelle perte de temps, s'écria Mrs. Swettenham. Je peux vous dire tout de suite très exactement ce que je faisais. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je commence? Je vous en prie, Mrs. Swettenham. Alors, voyons, dit Mrs. Swettenham en fermant les yeux l'espace d'un instant. Il va de soi, n'est-ce pas, que je n'ai absolument rien à voir avec le meurtre de Miss Murgatroyd. Je suis sûre que tout le monde, ici, en est intimement persuadé. Mais je suis femme d'expérience, et je sais très bien que la police est obligée de poser des tas de questions inutiles et d'en noter soigneusement les réponses. Tout ça parce qu'ils en ont besoin pour ce qu'ils appellent leur rapport. C'est cela, n'est-ce pas? Mrs. Swettenham adressa cette dernière question au consciencieux constable Edwards, avant d'ajouter gracieusement. « J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, mon brave. » Le constable Edwards, bon sténographe, mais peu au fait des mondanités, rougit jusqu'aux oreilles et répondit. « Tout va bien, madame. Enfin, si vous pouviez parler un peu plus lentement, ce serait mieux. » Mrs. Swettenham reprit le fil de son discours en y introduisant des pauses appuyées aux endroits où elle jugeait bon de placer une virgule ou un point. « Bon, bien sûr, c'est difficile à dire. À dire au juste, parce que je n'ai pas une excellente notion du temps. Et, depuis la guerre, une bonne moitié de nos pendules ne fonctionnent plus. Et celles qui fonctionnent encore sont souvent en avance, ou retardent, ou s'arrêtent parce que nous oublions de les remonter. » Mrs. Swettenham s'interrompit pour laisser l'assistance se pénétrer de cette image d'heure incertaine, puis reprit, imperturbable. « À 4 heures, il me semble que je commençais les diminutions sur le talon de ma chaussette. Et, allez savoir pourquoi, je m'y prenais de travers. Je tricotais à l'envers au lieu d'à l'endroit. Mais si ce n'est pas ça, je devais être dehors, en train de couper les chrysanthèmes fanés. Non, ça c'était plutôt avant la pluie. » « La pluie s'est mise à tomber à 16h10 précise, » dit l'inspecteur. « Vraiment? Voilà qui va m'être d'une aide précieuse, bien sûr. J'étais en haut, je plaçais une bassine dans le couloir, à l'endroit où il y a toujours une fuite quand il pleut. Et l'eau entrait si rapidement que j'ai deviné tout de suite que la gouttière était de nouveau bouchée. Alors je suis descendue chercher mon imperméable et mes bottes en caoutchouc. J'ai appelé Edmund, mais il n'a pas répondu. Alors je me suis dit qu'il devait en être à un passage crucial de son roman, et que mieux valait ne pas le déranger. J'ai d'ailleurs l'habitude de faire ça toute seule. Avec un manche à balai, vous savez, attaché à ce machin long dont on se sert pour ouvrir les fenêtres. »« Vous voulez dire que vous étiez en train de déboucher votre gouttière ?» dit l'inspecteur, qui lisait une certaine perplexité sur le visage de son subordonné. « Oui. Elle était pleine de feuilles mortes. Cela m'a pris pas mal de temps et j'étais trempée, mais j'ai fini par réussir à la dégager. Ensuite, je suis rentrée. Je me suis changée et nettoyée. Les feuilles mortes sentent si mauvais. Puis je me suis rendue à la cuisine, où j'ai mis la bouilloire sur le feu. La pendule de la cuisine indiquait 6h15. » Le constable Edwards battit des paupières. « Ce qui signifie, » conclut triomphalement Mrs. Swettenham, « qu'il était très exactement 5h moins 20, enfin, à peu de choses près. »« Quelqu'un vous a-t-il vu en train de déboucher votre gouttière ?»« Oh non, bien sûr que non. Si quelqu'un m'avait vu, je lui aurais vite mis le grappin dessus pour qu'il vienne m'aider. C'est très difficile de faire ça toute seule. »« Donc, d'après vos déclarations, vous vous trouviez dehors, vêtu d'un imperméable et d'une paire de bottes en caoutchouc, quand il a plu cet après-midi, et vous affirmez avoir passé ce laps de temps à débloquer une gouttière, mais personne ne peut confirmer vos dires. »« Vous pouvez examiner la gouttière, » dit Mrs. Swettenham. « Elle est toute propre. »« Avez-vous entendu votre mère vous appeler, monsieur Swettenham ?»« Non, » dit Edmund. « J'étais profondément endormi. » «
Edmond, fit sa mère sur un ton de douloureux reproche, je croyais que tu écrivais. L'inspecteur Craddock se tourna vers Mrs. Easterbrook. Et vous, madame? J'étais dans la bibliothèque avec Archie, dit-elle, en ouvrant de grands yeux innocents. Nous écoutions la radio ensemble, n'est-ce pas, Archie? Il y eut un instant de silence. Le colonel était très rouge. Il prit la main de sa femme dans la sienne. Ce genre de choses te dépasse, mon petit chat. Eh bien, inspecteur, je dois dire que vous nous prenez un peu au dépourvu. Voyez-vous, ma femme a été bouleversée par tous ces événements. Elle est très nerveuse et ne se rend pas compte qu'il est important de bien réfléchir avant de faire une déclaration. « Archie !» s'écria Mrs. Easterbrook d'un ton réprobateur. « Tu ne vas tout de même pas dire que tu n'étais pas avec moi !»« Que veux-tu ? Je n'y étais pas, ma chérie, et tu le sais très bien. Il faut s'en tenir aux faits. C'est très important dans ce genre d'enquête. Je parlais grillage à poulet avec Lampson, le fermier de Croft End. Il était environ 4h moins le quart. Je ne suis rentré à la maison qu'à la fin de l'averse, juste avant de prendre le thé. À 5h moins le quart, Laura faisait griller les scones. « Et vous aussi, vous êtes sortie, Mrs. Easterbrook ?» Son joli minois ressemblait plus que jamais à celui d'une fouine, et elle avait le regard d'un animal traqué. « Non, je suis restée à écouter la radio. Je ne suis pas sortie. Pas à ce moment-là. J'étais sortie un peu plus tôt, vers 3h30. Juste pour prendre l'air, je ne suis pas allée loin. » Elle semblait s'attendre à d'autres questions, mais l'inspecteur lui déclara tout uniment. « Ce sera tout, Mrs. Easterbrook. » Puis il reprit. « Ces déclarations seront dactylographiées. Vous pourrez les relire et les signer, si vous les jugez exactes. » « Pourquoi ne demandez-vous pas aux autres où ils se trouvaient ?» répliqua Mrs. Easterbrook, soudain hargneuse. « À cette Philippa Ames, par exemple, et à Edmond Swettenham. Comment savez-vous s'il était vraiment endormi chez lui? Personne ne l'a vu. » Avant sa mort, Miss Murgatroyd a fait une certaine déclaration, dit l'inspecteur sans s'émouvoir. Le soir du hold-up, quelqu'un était absent de cette pièce. Quelqu'un qui aurait dû s'y trouver tout le temps. Miss Murgatroyd a donné à son amie les noms des gens qu'elle avait vus dans le salon. En procédant par élimination, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelqu'un qu'elle n'avait pas vu. « Personne ne pouvait rien voir, dit Julia. « Murgatroyd, si, intervint soudain Miss Inchleaf de sa voix grave. Elle était là-bas, derrière la porte, là où se tient l'inspecteur en ce moment. C'est la seule personne qui ait pu voir ce qui se passait. »« Ah, ça c'est ce que vous croyez !» s'exclama Midzi. Ouvrant brusquement la porte, renversant presque Craddock sur son passage, en proie à un état d'exaltation voisin de la frénésie, elle venait de faire une des entrées fracassantes dont elle avait le secret. « Ah, vous ne demandez pas à Midzi de venir ici avec les autres, hein, policier guindé ?»« Je ne suis que Midzi. À la cuisine, Midzi. Qu'elle reste à la cuisine. C'est sa place. Mais je vous dis que Midzi, comme n'importe qui d'autre, et peut-être mieux, oui, mieux, peut voir des choses. Oui, je vois des choses. Je vois quelque chose le soir du hold-up. Je vois quelque chose et je n'arrive pas à le croire. Et je tiens ma langue jusqu'à maintenant. Je me dis que je ne vais pas dire ce que j'ai vu. Pas encore. Je vais attendre. » « Et quand tout se serait calmé, vous auriez réclamé un peu d'argent à une certaine personne, hein ?» dit Craddock. Midzi fondit sur lui comme une chatte en colère. « Et pourquoi pas? Pourquoi me regarder du haut de votre nez? Pourquoi je ne serais pas payée si j'ai généreusement gardé le silence? Surtout si un jour il va y avoir de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Oh, j'ai entendu des choses. Je sais ce qui se passe. Je connais ce Pipema. Cette société secrète de laquelle elle désigna Julia du doigt dans un geste mélodramatique, est un agent. Oui, j'aurais attendu et demandé de l'argent. Mais maintenant, j'ai peur. Je préfère être en sécurité, parce que bientôt, peut-être, quelqu'un va me tuer, moi.
Alors, je vais dire ce que je sais. D'accord, dit l'inspecteur, plutôt sceptique. Alors, c'est quoi, au juste, ce que vous savez? Je vais vous le dire, commença Mitzi d'un ton solennel. Ce soir-là, je ne suis pas dans l'office en train de nettoyer l'argenterie comme j'ai raconté. Je suis déjà dans la salle à manger quand j'entends le coup de feu. Je regarde par le trou de la serrure. Dans le vestibule, il fait nuit, mais le revolver part une deuxième fois et la torche, elle tombe. Et elle tourne sur elle-même en tombant. Et je la vois. Elle. Je la vois là, près de lui, le revolver dans la main. Je vois Miss Blacklock. Moi, dit celle-ci en se redressant, abasourdie. Mais vous êtes folle. Mais c'est impossible, s'écria Edmund. Mitzi n'a pas pu voir Miss Blacklock. Craddock intervint d'une voix corrosive comme l'acide. Vraiment, monsieur Swettenham? Et pourquoi pas? Parce que ce n'était pas Miss Blacklock qui se tenait là, le revolver à la main. C'était vous, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non. Pourquoi diable? C'est vous qui avez volé le revolver du colonel Easterbrook. C'est vous qui avez organisé cette histoire avec Rudy Schertz, en la présentant comme une bonne blague. Vous aviez suivi Patrick Simons dans la pièce du fond, et quand les lampes se sont éteintes, vous vous êtes glissé hors de la pièce par la porte dont vous aviez soigneusement graissé les gonds. Vous avez tiré sur Miss Blacklock, puis vous avez tué Rudy Schertz. Quelques secondes plus tard, vous étiez de retour dans le salon, en train d'allumer votre briquet. L'espace d'un instant, Edmund ne sut plus que dire. « C'est une hypothèse monstrueuse, finit-il par bredouiller. Pourquoi moi? Quel mobile aurais-je pu bien avoir? Si Miss Blacklock meurt avant Mrs. Gudler, 2 personnes héritent, souvenez-vous. Ceux que nous connaissons sous les noms de Pip et Emma. Il se trouve que Julia Simons est Emma. Et vous croyez que je suis Pip? Edmund se mit à rire. C'est délirant, complètement délirant. J'ai à peu près l'âge qu'il faut, d'accord, mais c'est tout. Et je peux vous prouver, pauvre imbécile, que je suis bien Edmund Swettenham. J'ai mon acte de naissance, mes bulletins scolaires, mes diplômes universitaires, tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas Pip. La voix provenait d'un coin de la pièce plongé dans l'ombre. Philippa Ames s'avança, le visage blême. Pip, c'est moi, inspecteur. Vous, Mrs. Ames? Oui. Apparemment, tout le monde a pensé que Pip était un garçon. Julia, bien sûr, savait qu'elle avait une sœur jumelle. J'ignore pourquoi elle ne l'a pas dit cet après-midi. Par solidarité familiale, dit Julia. D'un seul coup, j'ai compris qui vous étiez. Ça ne m'était pas venu à l'idée jusque-là. J'avais eu la même idée que Julia, dit Philippa d'une voix qui tremblait un peu. Quand j'ai perdu mon mari et que la guerre a été finie, je me suis demandé ce que j'allais devenir. Ma mère était morte depuis bien longtemps. Je me suis renseignée sur la famille Gudler. Mrs. Gudler était mourante et, à sa mort, une certaine Miss Blacklock devait hériter. J'ai découvert où elle habitait et je suis venue ici. J'ai trouvé du travail chez Mrs. Leca. J'espérais que, comme Miss Blacklock était une vieille dame et qu'elle n'avait pas de parents proches, elle accepterait peut-être de m'aider. Pas pour moi, car je pouvais travailler, mais pour que Harry puisse faire des études. Après tout, c'était l'argent des Gudler, et elle n'avait personne pour qui le dépenser. Et ensuite, continua Philippa, qui parlait de plus en plus vite, comme si, une fois le barrage rompu, elle ne pouvait contenir ce flot de paroles. Ensuite, ce hold-up a eu lieu, et j'ai commencé à avoir peur. Parce que j'avais l'impression que la seule personne à avoir un bon mobile pour tuer Miss Blacklock, c'était moi. Je n'avais pas la moindre idée de l'identité de Julia. Nous ne sommes pas de vraies jumelles, et nous nous ressemblons peu. Non, il me semblait que les soupçons allaient forcément se porter sur moi. Elle se tut et repoussa en arrière ses cheveux blonds. Craddock se dit soudain que la vieille photo jaunie qu'il avait trouvée dans le paquet de lettres devait représenter la mère de Philippa. La ressemblance était frappante.
Il sut également pourquoi ce geste d'ouvrir et de refermer les mains lui avait paru familier. Philippa le faisait en ce moment même. « Miss Blacklock a été bonne pour moi, » reprit la jeune femme. « Très bonne. Je n'ai pas tenté de la tuer. Je n'y ai jamais songé. Mais il n'en reste pas moins que je suis Pipe. » Et elle ajouta « Vous voyez, ce n'est plus la peine de soupçonner Edmond. » « Vraiment » demanda Cradock. Sa voix avait repris tout son mordant. « Edmond Swettenham est un jeune homme qui aime beaucoup l'argent. Un jeune homme à qui l'idée d'épouser une femme riche n'aurait pas le moins du monde déplu. Seulement, la femme sur laquelle il avait jeté son dévolu ne serait riche que si Miss Blacklock mourait avant Mrs. Gudler. Et comme, selon toute probabilité, c'était le contraire qui risquait d'arriver, eh bien, il fallait qu'il donne un coup de pouce au destin. N'est-ce pas, Mr. Swettenham ? »« C'est un foutu mensonge !» s'époumonna Edmond. Mais, à ce moment précis, une clameur horrible déchira l'air. Elle émanait de la cuisine. Hurlements de terreur, vociférations lugubres et qui semblaient ne jamais devoir prendre fin. « Ça, ce n'est pas Mitzi !» s'exclama Julia. « Non, » dit l'inspecteur Cradock. « C'est l'aveu de quelqu'un qui a tué 3 personnes. » Chapitre 22. La vérité. Au moment où l'inspecteur s'en prenait à Edmond Swettenham, Mitzi s'était discrètement glissée hors de la pièce et était retournée à la cuisine. Elle faisait couler de l'eau dans l'évier quand Miss Blacklock entra. Mitzi lui coula de biais un regard coupable et repentant. « Vous êtes une menteuse, Mitzi, » lui dit Miss Blacklock avec une sorte de joie sauvage. « Attendez, ce n'est pas comme ça qu'on fait la vaisselle. Il faut commencer par l'argenterie et remplir l'évier complètement. On ne peut pas faire la vaisselle dans 5 centimètres d'eau. » Mitzi ouvrit docilement les robinets. « Vous n'êtes pas fâchée à cause de ce que j'ai dit, Miss Blacklock ?» demanda-t-elle. « Si je devais me fâcher à chaque fois que vous racontez un mensonge, je ne décolérerais pas. »« Vous vouloir que je dise à l'inspecteur que j'ai tout inventé ?» demanda encore Mitzi. « Il le sait déjà » répondit Miss Blacklock, toujours aussi joyeuse. Mitzi ferma les robinets et sentit soudain 2 mains se poser sur sa tête et la plonger d'un geste brutal dans l'évier plein d'eau. « Mais moi, je sais que, pour une fois, vous aviez dit la vérité, » dit Miss Blacklock dans un transport sadique. Mitzi se débattit sauvagement, mais Miss Blacklock avait de la poigne et lui maintenait fermement la tête sous l'eau. Et, soudain, surgit, d'on ne savait tout, mais tout près derrière elle, la voix de Dora Bunner se mit à exhaler des gémissements pitoyables. « Oh, Lottie, Lottie, ne fais pas ça, Lottie !» Miss Blacklock poussa un hurlement. Elle lâcha prise et Mitzi, délivrée, se redressa, hoquetant et crachant. Miss Blacklock se remit à hurler de façon spasmodique, car il n'y avait personne dans la cuisine, personne d'autre qu'elle. « Dora, Dora, pardonne-moi, il fallait que je le fasse. » Elle se précipita en aveugle vers la porte de l'office. Mais le massif sergent Fletcher lui barra la route, tandis que Miss Marple, rougissante, émergeait triomphalement du placard à balai. « J'ai toujours eu des dons d'imitatrice, » déclara-t-elle. « Je vais vous prier de me suivre, madame, » dit le sergent. « Je suis témoin de votre tentative de meurtre contre cette jeune femme. Et il y aura d'autres chefs d'inculpation. Je dois vous avertir, Laetitia Blacklock, que... »« Charlotte Blacklock, » rectifia Miss Marple. « Voilà sa véritable identité. Sous ce gros collier de perles qui ne la quitte jamais, vous trouverez la cicatrice laissée par son opération. » « Son opération ?»« Elle avait un goitre. » Miss Blacklock, d'un calme effrayant maintenant, se tourna vers Miss Marple. « Ainsi, vous savez tout ?»« Oui, je le sais depuis un certain temps déjà. » Charlotte Blacklock s'assit près de la table et éclata en sanglots. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit-elle. « Vous n'auriez pas dû imiter la voix de Dora. J'aimais Dora, je l'aimais vraiment. »
L'inspecteur Craddock et les autres s'étaient regroupés devant la porte. Le constable Edwards, qui avait également des talents de secouriste, pratiquait la respiration artificielle sur Mitzi. Dès qu'elle fut en mesure de parler, Mitzi se mit avec lyrisme à chanter ses propres louanges. « Je fais ça bien, non ? Je suis rusée. Et courageuse. Oh, je suis courageuse. J'ai bien failli être tuée, moi aussi. Mais je suis si courageuse que je prends tous les risques. » Miss Inchleaf écarta soudain la petite bande avec violence et bondit vers la silhouette accablée de Charlotte Blacklock. Le sergent Fletcher eut toutes les peines du monde à la retenir. « Allons, dit-il, allons, Miss Inchleaf, non !»« Laissez-moi faire, marmonnait Miss Inchleaf entre ses dents. Laissez-moi m'occuper d'elle. C'est elle qui a tué Amy Murgatroyd. » Charlotte Blacklock leva les yeux en reniflant. « Je ne voulais pas la tuer. Je ne voulais tuer personne. J'ai été obligée de le faire. Mais c'est pour Dora que je m'en veux. Après la mort de Dora, je me suis retrouvée toute seule. Dès l'instant de sa mort, j'ai su que je serais désormais éternellement toute seule. Oh, Dora, Dora !» Elle se prit de nouveau la tête dans les mains et ses larmes coulèrent de plus belle. Chapitre 23. Une soirée au presbytère. Miss Marple était installée dans le grand fauteuil. Bunch, assise par terre devant la cheminée, avait passé les bras autour de ses genoux relevés. Penché en avant, le révérend Julian Harmon ressemblait pour une fois davantage à un écolier qu'à un homme proche de l'âge mûr. Quant à l'inspecteur Craddock, il fumait la pipe, un verre de whisky à la main. De toute évidence, il n'était pas en service. Plus à l'écart, se tenait un groupe composé de Julia, Patrick, Edmund et Philippa. « Je crois que c'est à vous qu'il revient de tout raconter, Miss Marple, » proposa Craddock. « Oh non, mon garçon, j'ai juste donné un petit coup de main, par-ci par-là. C'est vous qui étiez chargé de l'affaire et qui avez mené l'enquête. Et vous savez tant de choses que j'ignore. » « Alors, racontez tous les deux, » intervint Bunch, impatiente. « Un petit peu chacun. Mais laissez tante Jane commencer, car j'aime la façon dont son esprit tordu fonctionne. Quand avez-vous commencé à croire que toute l'histoire était un coup monté par la Blacklock, tante Jane ? Eh bien, ma chère Bunch, c'est difficile à dire. Bien sûr, dès le début, il m'était apparu que la personne idéale, ou du moins la personne la mieux placée, pour organiser ce hold-up, était Miss Blacklock elle-même. C'était apparemment la seule à avoir été en contact avec Rudy Schertz, et il est bien plus facile de monter un coup pareil sous son propre toit. Le chauffage central, par exemple. Pas de feu dans les cheminées, parce que ça aurait éclairé la pièce. Or, la seule personne qui pouvait s'arranger pour qu'on n'y allume pas de feu était la maîtresse de maison elle-même. Bien sûr, au tout début, je n'ai pas pensé à tout cela. Je regrettais seulement que cela ne puisse pas être aussi simple. Oh non, je suis tombée dans le panneau, comme tous les autres. J'ai vraiment cru que quelqu'un voulait tuer Laetitia Blacklock. D'abord, j'aimerais bien savoir ce qui s'est réellement passé, demanda Bunch. Est-ce que ce Suisse l'a reconnu ? Oui, il avait travaillé à... Elle hésita et se tourna vers Craddock. À la clinique du docteur Adolphe Corr, à Berne, continua le policier. Corr est un spécialiste des opérations du goitre, de renommée mondiale. Charlotte Blacklock est allée là-bas pour subir une intervention chirurgicale. Rudy Schertz y était infirmier. Quand il est venu en Angleterre, à l'hôtel, il a reconnu une patiente qu'il avait vue à la clinique et, sous l'impulsion du moment, lui a adressé la parole. À mon avis, il ne l'aurait pas fait s'il avait pris le temps de réfléchir un peu, car il avait quitté la clinique en disgrâce. Mais comme c'était bien après le séjour de Charlotte, elle n'était au courant de rien. Il ne lui a donc jamais raconté que son père était propriétaire d'un hôtel à Montreux ? Oh non, elle a inventé cette histoire pour justifier le fait qu'il lui avait adressé la parole. Cela a dû lui faire un grand choc, dit Miss Marple, pensive. Elle se sentait relativement en sécurité, et voilà qu'elle tombe, par une malchance extraordinaire, sur une des rares personnes qu'il avait connues, pas seulement en tant qu'une des demoiselles Blacklock. Elle était préparée à cette éventualité, mais en tant que,
Charlotte Blacklock, une patiente ayant été opérée d'un goitre. Mais tu voulais reprendre toute l'histoire depuis le début. Eh bien, à mon avis, et j'espère que l'inspecteur sera d'accord avec moi, tout a commencé quand Charlotte Blacklock, jolie fille aimante et enjouée, fut atteinte d'une hypertrophie de la glande thyroïde, autrement dit d'un goitre. Cette difformité a gâché sa vie, car elle s'était toujours beaucoup souciée de son apparence. Les adolescentes sont invariablement sensibles à ce genre de disgrâce. Si elle avait eu une mère ou un père plus raisonnables, je ne pense pas qu'elle aurait sombré dans un état morbide comme elle a dû le faire. Voyez-vous, elle n'avait personne pour la pousser à réagir, à voir des gens, à mener une vie normale et à oublier un peu son infirmité. De plus, dans une autre famille, on l'aurait sans doute fait opérer bien plus tôt. Mais autant que je sache, le docteur Blacklock était un tyran obstiné, un individu vieux jeu et étroit d'esprit. Ces opérations, il n'y croyait pas. Pour lui, en dehors des traitements à base d'iode ou assimilés, point de salut. Et à Charlotte d'accepter ce verdict comme parole d'évangile. Charlotte l'a cru. Et je crois que sa sœur surestimait, elle aussi, les qualités de médecin du docteur Blacklock. Charlotte vouait à son père une admiration soumise et l'idéalisait. Elle était certaine que son père savait tout mieux que quiconque. Mais, à mesure que le goitre grossissait et l'enlaidissait, elle se renfermait chaque jour un peu plus et refusait de voir du monde. C'était au fond, voyez-vous, une jeune fille d'une infinie douceur et tenaillée par sa soif de tendresse. Drôle de description pour une meurtrière, ironisa Edmund. Je n'en suis pas si sûre, dit Miss Marple. Les individus faibles et à l'affectivité hyper développée sont assez sujets aux accès de perversité, et lorsqu'ils en veulent à la vie même, le poids de leurs griefs sape le peu de rigueur morale dont ils disposent. Laetitia Blacklock, bien sûr, était très différente. L'inspecteur Craddock m'a raconté que Belle Gudler la décrivait comme foncièrement bonne, et je crois que c'était vrai. C'était une femme d'une grande intégrité qui, comme elle le disait elle-même, ne comprenait pas comment les gens pouvaient ne pas savoir faire la part de ce qui était honnête et de ce qui ne l'était pas. Même face à la tentation, Laetitia Blacklock n'aurait jamais commis une vilainie. Elle adorait sa sœur. Elle lui écrivait de longues lettres, relatant tous les petits événements quotidiens, dans l'espoir de lui faire garder le contact avec la vie extérieure. Elle s'inquiétait des idées morbides dans lesquelles sa sœur se complaisait. Et puis, le docteur Blacklock est mort. Sans la moindre hésitation, Laetitia a abandonné son emploi chez Randall Gudler pour se consacrer à Charlotte. Elle l'a emmenée en Suisse afin d'y consulter les meilleurs spécialistes en vue d'une opération. Elle s'y prenait un peu tard, mais nous savons que l'opération fut un succès. Le goitre a disparu, et la cicatrice laissée par l'intervention était facile à dissimuler sous un collier de perles à plusieurs rangs. La guerre avait entre-temps éclaté. Il était devenu difficile de rentrer en Angleterre, et les deux sœurs sont restées en Suisse, travaillant entre autres pour la Croix-Rouge. C'est bien cela, inspecteur. Oui, Miss Marple. Elles recevaient parfois des nouvelles d'Angleterre. C'est ainsi, j'imagine, qu'elles ont appris que Belle Gudler n'en avait plus pour longtemps à vivre. Il était tout naturel, je pense, qu'elles se mettent à échafauder des projets quant à la façon dont elles dépenseraient la fortune dont elles allaient hériter. Il faut bien voir, à mon avis, que cette perspective représentait beaucoup plus pour Charlotte que pour Laetitia. Pour la première fois de sa vie, Charlotte avait la sensation d'être une femme normale, que personne ne regardait avec répulsion ou pitié. Elle était enfin libre de profiter de l'existence, et elle avait toute une vie à rattraper au cours des années qui lui restaient à vivre. Elle pourrait voyager, avoir une maison à elle, un grand jardin, s'acheter des vêtements, des bijoux, aller au théâtre, au concert, satisfaire tous ses caprices. Pour Charlotte, c'était comme un conte de fées. Et voilà que Laetitia, la robuste Laetitia, attrape une grippe qui se transforme en pneumonie et meurt en l'espace d'une semaine. Non seulement Charlotte avait perdu sa sœur, mais tout espoir de réaliser ses rêves s'évanouissait. Je crois qu'elle en a presque voulu à Laetitia.
Pourquoi fallait-il qu'elle meure juste à ce moment-là, alors qu'elle venait de recevoir une lettre leur annonçant le décès imminent de Belle Gudler? 1 mois de plus, peut-être, et l'argent serait revenu à Laetitia, puis à elle, quand Laetitia mourrait. Je crois que c'est ici qu'intervient la différence entre les deux sœurs. Charlotte n'a pas pensé au caractère sacrilège de l'idée qui lui est alors venue. L'argent devait revenir à Laetitia. Il lui serait revenu dans un délai de quelques mois, et elle considérait que Laetitia et elle-même ne formaient qu'une seule personne. Peut-être l'idée n'a-t-elle germé dans sa tête qu'au moment où le médecin, ou n'importe qui d'autre, lui a demandé le prénom de sa sœur. C'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'aux yeux de presque tout le monde, elles avaient été les demoiselles Blacklock, 2 vieilles Anglaises de bonne famille, vêtues de la même façon et se ressemblant beaucoup. D'ailleurs, comme je l'ai fait remarquer à Bunch, toutes les vieilles dames se ressemblent. Pourquoi ne serait-ce pas Charlotte qui était morte au lieu de Laetitia? Elle a sans doute agi plus impulsivement que par préméditation. Laetitia fut enterrée sous le nom de Charlotte. Dès lors, Charlotte était morte, et c'est Laetitia qui est rentrée en Angleterre. Son énergie naturelle et son autorité, endormies depuis des années, avaient repris le dessus. En tant que Charlotte, elle avait joué les seconds rôles. Elle prenait maintenant à son compte l'attitude et le sentiment d'autorité propre à Laetitia. Elles n'étaient finalement pas si différentes dans leur mentalité, bien qu'à mon avis, il y avait eu une grande divergence sur le plan de la morale. Charlotte a dû, bien sûr, prendre 1 ou 2 précautions évidentes. Elle a acheté une maison dans une région d'Angleterre qu'elle ne connaissait pas du tout. Les seules personnes à éviter étaient quelques habitants de sa ville natale, dans le Cumberland, où de toute façon elles avaient vécu en recluse, et bien entendu, Belle Cudler, qui avait si bien connu Laetitia, que toute usurpation d'identité était hors de question. Elle a résolu les problèmes d'écriture grâce à l'arthrite dont souffraient ses mains. Ce fut un fait assez facile, car très peu de gens avaient vraiment connu Charlotte. Mais si elle avait rencontré des gens qui connaissaient Laetitia, demanda Bunch. Il devait y en avoir beaucoup. C'était moins grave. On aurait dit « Tiens, j'ai rencontré Laetitia Blacklock l'autre jour. Elle a tellement changé que je l'ai à peine reconnue. » Mais personne ne se serait jamais demandé s'il s'agissait bien de Laetitia. En disant « Les gens changent ». Et si elle ne reconnaissait pas les gens, il mettrait cela sur le compte de sa myopie. D'ailleurs, n'oublie pas qu'elle connaissait tous les détails de la vie de sa sœur à Londres, les gens qu'elle rencontrait, les endroits qu'elle fréquentait. Elle pouvait toujours se référer aux lettres de Laetitia et dissiper le moindre doute en racontant une anecdote ou en demandant des nouvelles d'un ami commun. Non, la seule chose qu'elle avait à craindre, c'était qu'on la reconnaisse comme étant Charlotte. Elle s'est installée à Little Paddocks, à lier connaissance avec ses voisins. Quand elle a reçu une lettre sollicitant l'aide de la chère Laetitia, elle a accepté avec joie de loger 2 jeunes cousins qu'elle n'avait jamais rencontrés. Le fait qu'ils la prennent pour leur tante Letty ne faisait que renforcer sa sécurité. Tout allait pour le mieux, et c'est alors qu'elle a commis l'erreur fatale, une erreur due uniquement à sa gentillesse naturelle et à son caractère affectueux. Elle a reçu une lettre d'une ancienne camarade de classe en difficulté et s'est empressée de voler à son secours. Peut-être, en partie, parce qu'elle se sentait malgré tout bien seule. Son secret l'isolait. De plus, elle était sincèrement attachée à Dora Bunner, qui lui rappelait l'insouciance de ses années d'écolière. Quoi qu'il en soit, sous l'impulsion du moment, elle a répondu en son propre nom à la lettre de Dora. Et Dora a dû être bien surprise. Elle avait écrit à Laetitia, et c'était Charlotte qui lui répondait.
Il n'était pas question de jouer la comédie à Dora. Dora était une des rares amies d'enfance à qui on avait permis de rendre visite à Charlotte pendant ses années de solitude et de dépression. Et sachant pertinemment que Dora verrait les choses du même œil qu'elle, elle lui a raconté ce qu'elle avait fait. Dora l'approuvait de tout cœur. Dans son esprit un peu confus, il était juste que cette chère Lottie ne perde pas son héritage à cause du décès prématuré de Letty. Lottie méritait une compensation pour toutes les années de souffrance qu'elle avait si courageusement supportées. Il eût été injuste que tout cet argent aille à quelqu'un dont personne n'avait jamais entendu parler. Elle comprenait très bien que rien ne devait être divulgué. C'était comme une livre de beurre supplémentaire. Il ne fallait pas en parler, mais il n'y avait rien de mal à la posséder. Dora s'est donc installée à Little Paddocks. Et là, très vite, Charlotte s'était rendue compte qu'elle avait commis la plus grosse débourde. Non pas seulement parce que Dora, avec sa manie de tout confondre, ses gaffes et ses étourderies, était exaspérante. Charlotte aurait pu s'en accommoder, car elle avait une affection réelle pour son amie. Et son médecin ne lui avait-il pas d'ailleurs dit que, de toute façon, Dora n'en avait plus pour très longtemps à vivre? Mais essentiellement parce que Dora s'est vite révélée dangereuse. Bien que Charlotte et Laetitia se soient toujours appelées par leur prénom, Dora aimait employer des diminutifs. Pour elle, les sœurs Blacklock avaient toujours été Lottie et Letty. Et bien qu'elle se forçât à toujours appeler son amie Letty, il lui arrivait souvent d'employer machinalement l'autre surnom. Elle avait également un peu trop tendance à évoquer de vieux souvenirs, et Charlotte devait sans cesse se tenir sur ses gardes, au cas où son amie ferait une allusion compromettante. Cela commençait à lui taper sur les nerfs. Pourtant, personne ne prêtait grande attention aux divagations de Dora. La vraie menace est apparue, comme je le disais, quand Rudy Schertz l'a reconnue et lui a parlé, à l'hôtel Royal Spa. À mon avis, l'argent dont Rudy Schertz s'était servi pour rembourser ses emprunts antérieurs à la caisse de l'hôtel devait provenir de Charlotte Blacklock. L'inspecteur Craddock ne croit pas, et moi non plus, d'ailleurs, que Rudy Schertz ait jamais eu l'intention de la faire chanter. Il n'avait pas la moindre idée de la raison pour laquelle il aurait pu la faire chanter, reprit le policier. Il était conscient de son propre charme, et l'expérience lui avait appris que les jeunes gens séduisants arrivent parfois à soutirer de l'argent aux vieilles dames, pour peu qu'ils leur racontent leurs infortunes de façon suffisamment convaincante. Mais elle a peut-être vu les choses sous un autre angle, et cru à une forme insidieuse de chantage. Elle a pu penser qu'il soupçonnait quelque chose, et que plus tard, en apprenant par les journaux la mort de Belle Gudler, comme il ne manquerait pas de le faire, il se rendrait compte qu'il avait découvert la poule aux œufs d'or. Et elle était obligée de continuer à jouer son rôle, elle ne pouvait plus reculer. Elle s'était présentée comme Laetitia Blacklock auprès de sa banque, auprès de Mrs. Gudler. La seule ombre au tableau était ce réceptionniste suisse, passablement douteux, personnage peu fiable, peut-être même maître chanteur. Si seulement il disparaissait, elle serait tranquille. Peut-être n'a-t-elle tout d'abord échafaudé son plan que comme une sorte de rêve. Sa vie avait manqué d'émotions et de sensations fortes. Elle a pris plaisir à mettre au point tous les détails. Comment pourrait-elle se débarrasser de ce garçon? Elle a élaboré son plan et s'est finalement décidée à le mettre à exécution. Elle a raconté à Rudy Schertz son histoire de soirée et de faux hold-up, et lui a expliqué qu'elle souhaitait qu'un inconnu joue le rôle du gangster, tout en lui proposant une somme rondelette pour sa collaboration. Le fait que Rudy Schertz ait accepté, sans rien soupçonner, confirme mon impression qu'il n'avait nullement conscience d'avoir la moindre emprise sur elle. Pour lui, elle n'était qu'une vieille dame, un peu folle, qui ne savait pas quoi faire de son argent. Elle lui a donc donné la petite annonce à faire passer, s'est arrangée pour qu'il vienne à Little Paddocks, afin de repérer les lieux,
lui a désigné l'endroit où elle devait le retrouver pour le faire entrer dans la maison le soir en question. Dora Bunner ignorait évidemment tout de cette histoire. Puis, le jour est arrivé. Il s'interrompit. « Elle a dû passer une bien mauvaise journée, » reprit Miss Marple d'une voix douce. « Voyez-vous, il était encore temps de faire marche arrière. Dora Bunner nous a déclaré que, ce jour-là, Letty avait peur. Cela n'a rien d'étonnant. Elle avait peur de ce qu'elle allait faire, peur que son plan ne se déroule pas comme prévu. Mais pas assez peur pour revenir sur sa décision. Elle avait sans doute trouvé amusant de dérober le revolver qui se trouvait dans le tiroir du colonel. Sous prétexte d'apporter des œufs ou de la confiture, elle s'était glissée au premier étage de la maison déserte. Amusant de graisser la serrure et les gonds de la seconde porte du salon, afin qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer sans bruit. Amusant aussi de suggérer que l'on ôte la table de devant la porte pour que les bouquets de Philippa soient mis en valeur. Tout cela avait eu l'air d'un jeu. Mais ce qui allait arriver maintenant n'avait plus rien d'un jeu. Oh oui, elle avait peur. Dora Bunner ne s'était pas trompée sur ce point. Pourtant, elle a quand même mené à bien son projet, ajouta Craddock. Et tout s'est déroulé comme prévu. Peu après 18 heures, elle est sortie, enfermé les canards, a fait entrer Rudy Schertz et lui a donné le masque, la cape, les gants et la torche. Puis, à 18h30, quand la pendule commence à sonner, elle se tient près de la table, à côté de l'arcade, une main posée sur le coffret à cigarettes. Cela paraît très naturel. Patrick, jouant les hôtes, va chercher les bouteilles. Elle-même, en maîtresse de maison, s'apprête à offrir des cigarettes. Elle a prévu, avec raison, que lorsque l'heure commencerait à sonner, tous les convives tourneraient leur regard vers la pendule. C'est ce qu'ils ont tous fait, sauf Dora, l'amie dévouée, qui a gardé les yeux rivés sur Miss Blacklock. Et elle nous a raconté, lors de sa toute première déclaration, ce que celle-ci avait fait exactement. Elle a dit que son amie avait saisi le vase contenant un bouquet de violettes. Charlotte Blacklock avait pris la précaution d'y dénuder le fil de la lampe. Cela n'a pris qu'une seconde. Le coffret à cigarettes, le vase et l'interrupteur étaient proches les uns des autres. Elle a saisi le vase, renversé quelques gouttes d'eau sur le fil dénudé et allumé la lampe. L'eau étant un excellent conducteur, les plombs ont sauté. « Comme l'autre jour au presbytère, dit Bunch. C'est cela qui vous a fait une telle impression, n'est-ce pas, tante Jane ? Oui, ma chérie. Cette histoire de lampe m'intriguait. Je m'étais avisée qu'il y en avait deux, formant une paire, et qu'on les avait intervertis, probablement pendant la nuit. C'est juste, confirma Craddock. Lorsque Fletcher a examiné la lampe, le lendemain matin, elle était comme les autres, tout à fait normale, sans le moindre fil dénudé ou fondu. J'avais compris ce que Dora Bunner voulait dire en parlant de la bergère qui était là, la veille au soir, continua Miss Marple. Mais comme elle, j'ai cru à tort que Patrick en était responsable. Ce qu'il y avait d'intéressant chez Miss Bunner, c'est qu'elle était parfaitement incapable de répéter les choses telles qu'elle les avait entendues. Son imagination amplifiait ou déformait tout, et qu'elle avait, en général, tort dans ses conjectures. Mais ce qu'elle avait vu, elle le racontait fidèlement. Elle a vu Laetitia prendre le vase de violettes. De même qu'elle a vu ce qu'elle a décrit comme un éclair et un grésillement, ajouta Craddock. Et, bien sûr, quand ma chère Bunch a renversé l'eau des roses sur le fil dénudé de la lampe, je me suis aussitôt rendu compte que seule Miss Blacklock avait pu faire sauter les plombs, car elle seule se trouvait près de la table. « Je me suis vraiment conduit comme un imbécile, » déclara l'inspecteur. « Quand je pense que Dora Bunner s'est même plainte d'une marque de brûlure laissée sur la table par quelqu'un qui avait laissé tomber une cigarette allumée, alors que personne n'avait allumé de cigarette, et que les violettes étaient fanées parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le vase. Une erreur de la part de Laetitia
qui aurait dû le remplir. Mais j'imagine qu'elle s'est dit que personne ne s'en apercevrait. Et en fait, Miss Bunner était toute prête à se persuader qu'elle avait elle-même oublié de mettre de l'eau dans le vase de violettes. Elle était très influençable, poursuivit-il. Et Miss Blacklock en a profité plus d'une fois. Je crois que les soupçons de Bunny envers Patrick lui avaient été suggérés par Miss Blacklock. « Pourquoi s'en prendre à moi ?» demanda Patrick, offusqué. Ce n'était sans doute pas une suggestion bien sérieuse, mais au moins cela empêchait Bunny de penser que c'était son ami qui avait tout mis en scène. Bon, vous connaissez la suite. Dès que les lampes se sont éteintes et que tout le monde s'est mis à crier, elle sort discrètement par la porte préalablement graissée et se glisse derrière Rudy Schertz, occupée à balayer la pièce de sa torche et à jouer son rôle avec brio. Je ne crois pas qu'il se soit rendu compte un seul instant qu'elle était là, derrière lui, avec ses gants de jardinage et son revolver à la main. Elle attend que la torche éclaire l'endroit qu'elle va prendre pour cible, le mur près duquel elle est censée se trouver, puis tire 2 coups de feu rapides. Et tandis qu'il se retourne, surpris, elle pointe l'arme sur lui et tire de nouveau. Puis, elle la laisse tomber près du corps, jette négligemment les gants sur la table du vestibule et franchit de nouveau la porte pour reprendre la place qu'elle occupait au moment où les lampes se sont éteintes. Elle s'égratigne l'oreille, je ne sais comment. « Avec des ciseaux à ongles », proposa Miss Marple. « Il suffit d'un petit coup sur le lobe de l'oreille pour saigner abondamment. » C'était très fin, psychologiquement parlant. En voyant le sang couler sur son corsage blanc, on ne pouvait douter qu'elle était réellement visée et qu'elle l'avait échappé belle. Tout aurait dû se passer sans problème, commenta Craddock. L'insistance de Dora Bunner sur le fait que Schertz avait visé Miss Blacklock était providentielle. Sans le vouloir, Miss Bunner laissait entendre qu'elle avait vu son amie se faire blesser. Il y aurait eu un verdict de suicide ou de mort accidentelle, et le dossier aurait été classé. C'est grâce à Miss Marple qu'il ne l'a pas été. « Oh non !» se défendit l'intéressée en secouant la tête. « Mais quelques petits efforts n'ont eu que peu d'importance. C'est vous, monsieur Craddock, qui n'étiez pas satisfait. C'est vous qui avez refusé de classer le dossier. » « Je n'étais pas satisfait, en effet, » confirma l'inspecteur. « Je savais que quelque chose clochait. Mais avant que vous n'éclairiez ma lanterne, j'ignorais quoi. Ensuite, Miss Blacklock a vraiment joué de malchance. J'ai découvert qu'on avait trafiqué la seconde porte. Jusque-là, nos hypothèses étaient plausibles, mais purement théoriques. Mais la porte au gond graissé apportait une preuve. Et c'est par pur hasard que je l'ai découverte, en actionnant une poignée par erreur. « Je crois que quelque chose a dû vous guider, inspecteur, » susurra Miss Marple. « Mais il est vrai que je suis vieux jeu. » La chasse avait donc repris, continua Craddock. Mais cette fois, c'était différent. Nous cherchions maintenant quelqu'un qui ait un mobile pour tuer Laetitia Blacklock. Quelqu'un avait bien un mobile, et Miss Blacklock le savait, expliqua Miss Marple. Je crois qu'elle a reconnu Philippa presque tout de suite. Car apparemment, Sonia Gudler avait été une des rares personnes admises dans l'entourage de Charlotte. Et quand on est vieux, vous ne pouvez le savoir encore, monsieur Craddock, on se souvient bien mieux des visages vus dans sa jeunesse que de ceux qu'on a rencontrés 1 ou 2 ans plus tôt. Philippa avait à peu près le même âge que celui qu'avait sa mère quand Charlotte la fréquentait, et elle lui ressemblait beaucoup. Bizarrement, je crois que Charlotte a été très heureuse de reconnaître Philippa. Elle s'est attachée à elle et, inconsciemment, cela lui a permis d'apaiser d'éventuels scrupules de conscience. Elle s'est dit qu'une fois l'héritage en sa possession, elle s'occuperait de Philippa et la traiterait comme sa fille. Philippa et Harry s'installeraient avec elle. Cette perspective lui plaisait. Elle se sentait pleine de générosité. Et quand l'inspecteur a commencé à poser des questions sur Pip et Emma, Charlotte s'est trouvée en porte-à-faux. Elle ne voulait pas faire de Philippa un bouc émissaire. Son idée avait été de faire passer cette histoire pour un hold-up, s'étant terminée par la mort accidentelle du jeune criminel.
Seulement, la découverte de la porte au gond graissé venait tout changer. Et hormis Philippa, personne n'avait, à sa connaissance, car elle ignorait tout de l'identité de Julia, le moindre motif de souhaiter sa mort. Elle a donc fait de son mieux pour éviter qu'on ne découvre qui était Philippa. Elle a eu la présence d'esprit de vous répondre, quand vous l'avez questionnée, que Sonia était petite et brune. De plus, elle a pris soin d'ôter toutes les vieilles photos de l'album, afin que vous ne remarquiez pas la ressemblance. De même qu'elle a enlevé les clichés où figurait Laetitia Blacklock. Quand je pense que j'ai soupçonné Mrs. Swettenham d'être Sonia Gudler, se morigéna Cradock. Pauvre maman, murmura Edmund. Une femme tellement irréprochable. Du moins, l'ai-je toujours cru. Mais, bien sûr, reprit Miss Marple, c'est Dora Bunner qui représentait un réel danger. Elle devenait chaque jour plus distraite et plus bavarde. Je me souviens du regard que Miss Blacklock lui a lancé le jour où nous sommes allés prendre le thé chez elle. Vous savez pourquoi ? Dora venait une fois de plus de l'appeler Lottie. Nous avons tous cru à un simple lapsus, mais Charlotte a eu peur. Et cela continuait, la pauvre Dora ne pouvait s'empêcher de parler. Le jour où nous avons pris une tasse de café à l'Oiseau Bleu, j'ai eu la curieuse impression que Dora me parlait non pas d'une seule personne, mais de deux. Ce qui, bien entendu, était le cas. À un moment donné, elle m'a dit de son amie que, si elle n'était pas très jolie, elle avait du caractère. Mais immédiatement après, elle la décrivait comme une jolie jeune fille, pleine de gaieté. Elle parlait de Letty, si intelligente et à qui tout réussissait. Puis affirmait qu'elle avait eu une vie bien triste. C'est là qu'elle a cité le poème. Une bien triste affliction, courageusement supportée. Ce qui semblait pouvoir s'appliquer à n'importe qui plutôt qu'à Laetitia. À mon avis, Charlotte a dû surprendre une bonne partie de cette conversation en entrant dans le salon de thé. Elle a certainement entendu Dora dire que la lampe avait été changée et que le berger avait pris la place de la bergère. Et c'est alors qu'elle a vu à quel point la pauvre Dora Bunner, si dévouée, représentait un danger pour elle. Je crains que cette conversation avec moi dans le salon de thé n'ait bel et bien scellé le destin de Dora, si vous me permettez cette expression mélodramatique. Mais je crois que les choses se seraient terminées ainsi de toute façon, car Charlotte n'aurait pas pu dormir sur ses deux oreilles tant que Dora aurait vécu. Elle aimait Dora et ne voulait pas la tuer, mais elle ne voyait pas d'autre solution. Et je suppose que, tout comme l'infirmière Ellerton dont je t'ai parlé, Bunch, elle s'est persuadée que c'était presque un service qu'elle lui rendait. La pauvre Bunny n'avait plus très longtemps à vivre et aurait peut-être connu une fin douloureuse. Le plus étrange, c'est qu'elle a fait de son mieux pour que la dernière journée de Bunny soit une journée agréable. La fête d'anniversaire est le plus merveilleux des gâteaux. La mort exquise, glissa Philippa avec un frisson. Oui, cela y ressemblait. Elle a voulu donner à son amie une mort exquise, une petite fête, tous ses mets favoris, et elle a essayé d'empêcher les gens de dire des choses qui pouvaient peiner Dora. Puis, elle a mis les cachets dans un tube d'aspirine près de son propre lit pour que Bunny, ne trouvant pas le nouveau tube qu'elle venait d'acheter, aille se servir. Ainsi, on croirait, et on a cru, que ces cachets étaient destinés à Laetitia. Et Bunny est morte dans son sommeil, heureuse, et Charlotte s'est sentie de nouveau en sécurité. Mais Dora Bunner lui manquait. Son affection, sa loyauté, l'évocation des souvenirs. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps le jour où je suis passé lui donner ce mot de Julian. Et son chagrin était sincère. Elle avait tué sa propre amie, qui lui était si chère. « C'est horrible, dit Bunch. Vraiment horrible. »« Mais c'est très humain, intervint Julian Harmon.
On oublie à quel point les meurtriers sont humains. » « Eh oui, » acquiesça Miss Marple. « Humains, et très souvent pitoyables, mais très dangereux aussi. Surtout quand ce sont des faibles, des hypersensibles comme Charlotte Blacklock. Car quand une personne faible se met à paniquer, elle devient folle de terreur et perd tout contrôle d'elle-même. »« Et Murgatroyd ?» interrogea Julian. « Oui, la pauvre Miss Murgatroyd. Charlotte a dû entendre les deux amies reconstituer le crime alors qu'elle arrivait au cottage. La fenêtre était ouverte. Elle les a écoutés. Jusqu'à ce moment-là, il ne lui était pas venu à l'idée qu'une autre personne puisse représenter un danger pour elle. Miss Inchleaf poussait son amie à se rappeler ce qu'elle avait vu. Or, Charlotte n'avait pas songé que quelqu'un avait pu voir quoi que ce soit. Elle s'était dit que tout le monde aurait les yeux sur Rudy Schertz. Elle a dû rester près de la fenêtre, à écouter en retenant son souffle. Allait-elle découvrir la vérité ? Puis, juste au moment où Miss Inchleaf partait en trombe pour la gare, Miss Murgatroyd a montré qu'elle avait compris la vérité. Elle a crié à son amie. Elle n'était pas là. Voyez-vous, j'ai demandé à Miss Inchleaf sur quel ton son amie avait prononcé cette phrase, car si elle avait insisté sur le « elle », si elle avait dit « elle n'était pas là », le sens de ses paroles aurait été différent. « Voilà qui est trop subtil pour moi, » avoua Cradock. Miss Marple tourna vers lui son visage que l'animation poussait à rosir quelque peu. Imaginez ce qui a pu se passer dans l'esprit de Miss Murgatroyd. Vous savez, il arrive que l'on voit des choses sans être conscient de les voir. Un jour, lors d'un accident de chemin de fer, je me rappelle avoir remarqué une grande tache de peinture sur l'un des wagons. J'aurais même pu en dessiner la forme de mémoire. Une autre fois, une bombe volante est tombée sur Londres. Il y avait des débris de verre partout, et je vous passe l'horreur. Eh bien, mon souvenir le plus précis est celui d'une femme, devant moi, qui avait apparemment un grand trou à mi-hauteur de l'une de ses jambes, ce qui fait que ma première impression a été que ses bas étaient dépareillés. Alors, quand Miss Murgatroyd a cessé de réfléchir pour simplement tenter de se remémorer ce qu'elle avait vu, bon nombre de détails lui sont revenus. Elle a dû commencer par la cheminée, que la torche a sans doute éclairée en premier, avant de longer les deux fenêtres. Des gens se trouvaient entre la fenêtre et elle. Mrs. Harmon, par exemple, les poings serrés sur ses yeux. Puis elle a refait le parcours de la torche, revoyant Miss Bunner, la bouche ouverte et les yeux fixes. Un mur nu, une table avec une lampe et un coffret à cigarettes. Et puis, il y avait eu les coups de feu. Et c'est alors qu'elle s'est soudain rappelé un détail tout à fait incroyable. Elle avait vu le mur où, plus tard, on avait trouvé les 2 impacts de balles, le mur devant lequel Miss Blacklock se trouvait quand on avait tiré sur elle. Or, au moment où les coups de feu étaient partis et où Letty avait été blessée, Letty n'était pas là. Vous voyez ce que je veux dire à présent ? Elle s'était tout d'abord concentrée sur les 3 femmes dont lui avait parlé Miss Inchleaf. Et si l'une d'elles n'avait pas été là, elle se serait raccrochée à sa personnalité. Elle aurait dit, en fait, c'est celle-là et pas une autre. Elle n'était pas là. Seulement, c'est un lieu qu'elle avait en tête. Un lieu où quelqu'un aurait dû se trouver, et ne se trouvait pas. Un espace vide. Le lieu était là. Mais son occupante, elle, n'y était pas. Sur le moment, elle n'a pas compris. « Mais c'est incroyable, Inch !» a-t-elle balbutié. Et c'est seulement quelques instants plus tard, au moment où Miss Inch partait en trombe pour la gare, que la vérité s'est fait jour en elle. Mais Inch,
Elle n'était pas là. C'était les gosiers. Il ne pouvait s'agir que de Miss Blacklock. Mais tout ça, vous le saviez déjà avant, non? Demanda Bunch. Quand la lampe a fait sauter les plombs. Quand vous avez couché ces notes sur un bout de papier. Oui, chérie, tout est devenu clair à ce moment-là. Toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. La lampe, cita Bunch. Oui. Les violettes. Oui. Le tube d'aspirine. Oui. Vous vouliez dire que Bunny était allée en acheter un ce jour-là, et qu'elle n'aurait donc normalement pas dû avoir besoin de prendre celui de Laetitia. Sauf si on avait dérobé ou caché le sien. Il fallait que Laetitia Blacklock ait l'air d'avoir été visée. Oui, je vois. Ensuite, la mort exquise. Le gâteau, et bien plus que le gâteau, l'organisation de la fête. Une journée heureuse pour Bunny avant sa mort. Elle l'a traité comme un chien qu'on va abattre. Pour moi, c'est ce qu'il y avait de pire dans cette histoire. Cette espèce de gentillesse feinte. Mais, à tout prendre, c'était sans nul doute une femme vraiment gentille. Quand elle a déclaré, dans la cuisine, qu'elle ne voulait tuer personne, c'était vrai. Tout ce qu'elle avait voulu, en fait, c'était une grosse somme d'argent qui ne lui appartenait pas. Et en regard de ce désir, devenu une sorte d'obsession, car cet argent était censé racheter toutes les souffrances que la vie lui avait infligées, plus rien n'avait d'importance. Les gens qui en veulent à la terre entière sont toujours dangereux. Ils semblent croire que la vie a une dette envers eux. J'ai connu bon nombre de grands malades qui avaient souffert bien plus et s'étaient trouvés bien davantage coupés du monde que ne l'a jamais été Charlotte Blacklock. Et ils ont réussi à mener une vie heureuse et épanouie. C'est ce que nous avons en nous, qui fait de nous des êtres heureux ou malheureux. Mais, mon Dieu, je digresse, je le crains fort, et m'écarte du sujet qui nous préoccupe. Où en étions-nous? Nous étions en train de repasser en revue votre fameuse liste, rappela Bunch. Que vouliez-vous dire par la clé? La clé de quoi? Miss Marple adressa à l'inspecteur un signe de tête malicieux. Vous auriez dû remarquer ça, inspecteur Craddock. C'est vous qui m'avez montré cette lettre écrite par Laetitia Blacklock à sa sœur. Elle contenait 2 fois le mot clé avec un F. Mais dans le petit mot que j'ai prié Bunch de vous montrer, Miss Blacklock avait écrit le mot clé. C'est L-E accent aigu. Il est rare que les gens modifient leur orthographe en vieillissant. Cela m'a semblé très significatif. Oui, admit Craddock, j'aurais dû remarquer ce détail. Une bien triste affliction, courageusement supportée, continua Bunch. C'est ce que Bunny vous a dit au salon de thé. Et, bien sûr, Laetitia n'avait supporté aucune affliction particulière. L'iode, c'est ce qui vous a mise sur la piste du goitre? Oui, chérie. La Suisse, vois-tu, s'accordait assez bien avec la version de Miss Blacklock qui laissait entendre que sa sœur y était morte de tuberculose. Mais je me suis subitement souvenu que les plus éminents spécialistes des problèmes de goitre, les chirurgiens les plus experts, étaient suisses. Et une telle opération concordait avec cet énorme collier de perles à 3 rangs que Laetitia Blacklock portait toujours. Si ce n'était pas vraiment son style, cela avait au moins le mérite de dissimuler parfaitement sa cicatrice. Maintenant, je comprends sa panique lorsque son collier s'est rompu l'autre soir, dit Craddock. Sur le moment, sa réaction m'avait paru tout à fait excessive. Ensuite, tante Jane, c'est bien Lottie que vous avez écrit, et non pas Letty, comme nous le pensions, dit Bunch. Oui, je me suis souvenu que sa sœur se prénommait Charlotte, et que Dora Bunner avait appelé Miss Blacklock Lottie à 1 ou 2 reprises, et chaque fois cela l'avait mise dans tous ses états. Et en ce qui concerne Berne et la retraite des vieux, Rudy Schertz avait été infirmier dans un hôpital à Berne.
Et la retraite? Voyons, Bunch, ma bouffie, comme dit ton cher mari. Je t'en ai parlé à l'oiseau bleu, bien que je n'en ai pas réellement compris le sens sur le moment. Je t'ai raconté comment Mrs. Wotherspoon touchait la retraite de Mrs. Bartlett, en plus de la sienne, et cela des années après la mort de Mrs. Bartlett. Tout simplement parce que rien ne ressemble plus à une vieille dame qu'une autre vieille dame. Oui, tout s'imbriquait parfaitement, si bien que j'ai dû sortir prendre l'air pour me calmer un peu et réfléchir à la façon de prouver ce que j'avançais. Ensuite, Miss Hinchcliffe m'a raccompagnée dans sa voiture et nous avons trouvé Miss Murgatroyd. Miss Marple baissa la voix. Elle n'était plus enthousiaste et ravie, mais calme et déterminée. J'ai alors su qu'il fallait faire quelque chose, et vite. Mais je n'avais toujours aucune preuve. J'ai échafaudé un plan que j'ai exposé au sergent Fletcher. Et j'ai vertement réprimandé Fletcher pour son rôle dans cette histoire, précisa Craddock. Il n'avait pas à accepter votre plan sans me le soumettre au préalable. Il s'en est défendu comme un beau diable, mais je l'en ai convaincu, précisa Miss Marple avec un sourire angélique. Nous sommes allés à Little Paddocks, où j'ai mis le grappin sur Mitzi. Julia poussa un soupir. Je me demande comment vous avez bien pu vous y prendre pour la persuader. Je l'ai travaillé au corps et eu à l'usure, ma chère, expliqua Miss Marple. Cette fille se préoccupe de toute façon beaucoup trop de sa petite personne, et faire quelque chose pour autrui lui aura été on ne peut plus bénéfique. Je l'ai, bien entendu, caressée dans le sens du poil, comme on dit vulgairement, en lui expliquant à quel point j'étais persuadée que, dans son propre pays, elle aurait fait partie de la résistance. Ce à quoi elle m'a rétorqué « Oui, évidemment ». Et j'ai ajouté qu'à mon avis, courageuse comme elle l'était, ne reculant jamais devant les dangers et comédienne jusqu'au bout des ongles, elle avait tout à fait le tempérament et le profil qui conviennent pour ce genre d'entreprise. Je lui ai après ça raconté des anecdotes sur les exploits des jeunes filles dans les réseaux de la résistance. Certaines étaient véridiques, et d'autres, j'en bats ma coulpe, inventées de toutes pièces. Elle n'a pas tardé à se montrer enthousiaste. « Alors là, chapeau !» s'exclama Patrick. Il ne restait plus qu'à la convaincre de répéter son rôle. Je lui ai fait ressasser son texte jusqu'à ce qu'elle le sache par cœur. Puis, je lui ai dit de monter dans sa chambre et de n'en pas redescendre avant l'arrivée de l'inspecteur Craddock. Le pire, avec les gens soupes au lait dans son genre, c'est qu'ils ont tendance à tout bâcler et à se lancer trop tôt, à corps perdu dans la mêlée. Elle s'en est remarquablement tirée, dit Julia. Ce que je ne vois toujours pas très bien, c'est dans quel but vous lui avez fait faire ça, intervint Bunch. Bien sûr, je n'étais pas là, ajouta-t-elle, comme pour s'excuser. C'était assez tiré par les cheveux, et passablement risqué. Le but de cette mise en scène était de donner l'impression que Mitzi, tout en reconnaissant au passage qu'elle avait songé au chantage, était à présent si terrifiée qu'elle était prête à avouer la vérité. Elle avait vu, par le trou de la serrure, Miss Blacklock, un revolver à la main, arriver derrière Rudy Schertz. Elle avait vu, en fait, ce qui s'était réellement passé. Le seul risque était que Charlotte Blacklock s'aperçoive que, la clé se trouvant dans la serrure, Mitzi n'avait pas pu voir quoi que ce soit. Mais j'ai misé sur le fait qu'on ne songe pas à ce genre de détails quand on vient de subir un choc. Elle ne retiendrait qu'une chose, Mitzi l'avait vue. Craddock prit le relais. Mais, et c'était essentiel, j'ai fait semblant d'être sceptique, et me suis immédiatement attaqué, comme si je dévoilais enfin mes batteries, à quelqu'un qui n'avait pas encore été soupçonné. J'ai accusé Edmond. Et, dans un bel élan, j'ai joué mon rôle à la perfection, enchaîna le jeune homme. J'ai nié en bloc, comme prévu. Ce qui, en revanche, n'était pas prévu, Philippa, ma chérie, c'était que vous vous joindriez au chœur
en avouant ouvertement à tous que vous étiez Pip. Ni moi ni l'inspecteur ne nous doutions que vous étiez Pip. C'est moi qui devais être Pip. Cela nous a embrouillés sur le moment, mais l'inspecteur a magistralement redressé la situation avec ses insinuations, parfaitement odieuses, selon lesquelles je chercherais à épouser une femme riche, insinuations qui resteront probablement à jamais gravées dans mon subconscient, ma chérie, et pourraient bien, un beau jour, provoquer l'irréparable entre nous. Mais, encore une fois, à quoi bon tout cela? Insista Bunch. Tu ne le vois donc pas? S'étonna Miss Marple. Envisage un instant la situation du point de vue de Charlotte Blacklock. Pour elle, à ce moment précis, la seule personne qui soupçonnait la vérité, voire même qui la connaissait, c'était Mitzi. Certes, l'inspecteur n'avait pas semblé prendre ses accusations au sérieux et les soupçons de la police étaient maintenant dirigés vers quelqu'un d'autre, Edmund en l'occurrence. Seulement, si Mitzi revenait à la charge, il finirait peut-être par l'écouter. Il importait donc de la réduire au silence. Mitzi, comme je lui avais dit de le faire, est sortie de la pièce pour se rendre à la cuisine. Miss Blacklock l'a suivie de près. En apparence, Mitzi était seule dans la cuisine. Le sergent Fletcher se trouvait derrière la porte de l'office et moi dans le placard à balai. Par chance, vois-tu, je ne suis pas bien grosse. « À quoi vous attendiez-vous, tante Jane ?» De deux choses l'une. Soit Charlotte proposerait à Mitzi de l'argent pour acheter son silence, et le sergent Fletcher serait témoin de cette proposition, soit encore, m'étais-je dit, elle tenterait de tuer Mitzi. Mais elle ne pouvait tout de même pas espérer s'en tirer après un coup pareil. Elle aurait été immédiatement soupçonnée. Oh, chérie, elle n'en était plus au raisonnement. Elle était comme l'animal aux abois. Pense à tout ce qui s'était passé ce jour-là. La scène entre Miss Inchleaf et Miss Murgatroyd. Le départ de Miss Inchleaf pour la gare. Dès son retour, Miss Murgatroyd va lui expliquer que Miss Blacklock ne se trouvait pas dans le salon ce fameux soir. Elle n'a que quelques minutes pour s'assurer que Miss Murgatroyd ne dira rien. Pas le temps d'élaborer un plan ou une mise en scène. Un meurtre brutal. Elle salue la pauvre femme et puis l'étrangle. Ensuite, elle se précipite chez elle et se change afin d'être assise au coin de la cheminée à l'arrivée des autres, comme si de rien n'était, et qu'elle n'avait pas mis les pieds dehors. Sur quoi survient la révélation de l'identité de Julia. Dans son émotion, elle porte inconsidérément la main à son cou et, geste malencontreux entre tous, rompt son collier de perles. Panique immédiate. On risque d'apercevoir sa cicatrice. Plus tard, l'inspecteur lui téléphone pour lui annoncer qu'il lui amène tout le voisinage. Elle n'a pas le temps de souffler, de réfléchir. Elle a tué à plusieurs reprises. Elle a commis des crimes de sang-froid, des meurtres à l'état brut. Va-t-elle s'en sortir ? Jusqu'à présent, il semble bien que oui. Mais patatras. Voilà qu'arrive Mitzi. Encore un nouveau danger. Il faut tuer Mitzi. La tuer pour l'empêcher de parler. Sous l'effet de la peur, elle n'est plus elle-même. Ce n'est plus un être humain, mais une bête féroce. « Mais que faisiez-vous dans le placard à balai, tante Jane ?» demanda Bunch. « Vous auriez pu laisser le sergent Fletcher se charger tout seul de l'opération, non ?» Étant donné le danger encouru, 2 personnes valaient mieux qu'une, chérie. Et d'ailleurs, je savais que je pouvais imiter la voix de Dora Bunner. Or, si une chose pouvait faire craquer Charlotte Blacklock, c'était bien cela. Et c'est ce qui est arrivé. Oui, elle s'est effondrée. Il y eut un long silence, durant lequel chacun se remémora la scène. Puis, d'un ton volontairement enjoué, pour détendre l'atmosphère, Julia le rompit. « On pourra dire tout ce qu'on voudra, la séance nous a changé notre Mitzi. Elle m'a annoncé hier qu'elle venait d'accepter une place du côté de Southampton. Et elle a ajouté... » Julia leur offrit une excellente imitation de l'accent de Mitzi. « Je vais là-bas, et s'ils me disent « Vous devez vous déclarer à la police »,
Vous êtes une étrangère, alors je leur dis, me déclarer, oui, je vais. La police, elle me connaît très bien. J'ai aidé la police. Sans moi, la police, elle n'aurait jamais fait l'arrestation dangereuse criminelle. J'ai risqué ma vie parce que je suis courageuse comme la lion. Je n'ai pas peur du risque. Mitzi, ils me disent alors, vous êtes une héroïne, vous êtes merveilleuse. Alors moi je dis, ah, ce n'est rien. Julia s'interrompit. Puis, j'en passe et des meilleurs, conclut-elle. À mon avis, dit pensivement Edmund, d'ici peu, ce ne sera plus une affaire que Mitzi aura aidé à résoudre, mais des centaines. Elle s'est beaucoup adoucie à mon égard, déclara Philippa. Elle m'a même donné la recette de la mort exquise comme cadeau de mariage, tout en ajoutant que je ne devais en aucun cas en divulguer le secret à Julia, parce que Julia avait complètement fichu en l'air sa poêle à omelette. Maintenant que Mrs. Gudler est morte, et que Philippa et Emma ont hérité de ses millions, Mrs. Leca ne jure que par Philippa, dit Edmund. Elle nous a envoyé des pinces à asperges en argent comme cadeau de mariage. Ce sera avec le plus grand plaisir que je ne l'inviterai pas à la fête. Et ils vécurent heureux pour l'éternité, déclama Patrick. Je parle bien entendu d'Edmund et Philippa, mais... Et Julia et Patrick, ajouta-t-il, plein d'espoir. Je ne sais pas avec qui tu vivras heureux pour l'éternité, répliqua Julia. Mais en tout cas, pas avec moi. Les remarques improvisées par l'inspecteur Craddock lorsqu'il s'est agi pour lui de s'en prendre à Edmund s'appliquent beaucoup mieux à toi. Tu es le type même de l'ignoble petit gommeux prêt à monnayer ses charmes dans les bras d'une riche héritière. Pas question. Il n'y a plus de gratitude, constata Patrick. Après tout ce que j'ai fait pour cette fille. Tu m'as presque envoyé en prison pour meurtre. Voilà ce que ta négligence et ta désinvolture ont failli faire pour moi, rétorqua Julia. Je n'oublierai jamais le soir où la lettre de ta sœur est arrivée. J'ai vraiment cru à ce moment-là que j'étais faite comme un rat. Je ne voyais absolument pas comment je réussirais jamais à m'en sortir. Et d'ailleurs, les choses étant ce qu'elles sont, ajouta-t-elle, rêveuse, je crois que je vais monter sur les planches. Comment? Toi aussi? Gémit Patrick. Oui, il se pourrait que j'aille à Perth, voir si je peux obtenir la place de ta Julia dans la troupe. Ensuite, une fois que j'aurai appris mon métier, je me lancerai dans la production théâtrale. Et peut-être ferai-je jouer les pièces d'Edmund. Je croyais que vous écriviez des romans, dit Julian Harmon. Eh bien, je le croyais, moi aussi, répondit Edmund. J'en avais commencé un. Plutôt bon, ma foi. Des pages et des pages sur un type parasé qui sortait de son lit et sur l'odeur qu'il dégageait, sur la grisaille des rues. Et puis, il rencontrait une horrible vieillarde souffrant d'hydropisie et une jeune prostituée pourrie de vices et à qui la bave coulait sur le menton. Ils avaient des discussions interminables sur l'état du monde et se demandaient pourquoi ils vivaient. Et puis, d'un seul coup, j'ai commencé à me poser moi aussi la question. Ensuite de quoi, il m'est venu une idée assez rigolote. Je l'ai notée et j'ai écrit une petite scène qui n'était pas mauvaise du tout. Un truc assez bateau. Mais, bizarrement, je me suis prise au jeu. Et avant d'avoir eu le temps de m'en rendre compte, j'avais terminé une bonne grosse bouffonnerie en 3 actes. « Quel est son titre » demanda Patrick. « Ce qu'a vu le majordome » ? Eh bien, elle pourrait s'appeler comme ça, oui. Mais en fait, je l'ai intitulée « Les éléphants n'ont pas de mémoire ». Et le plus drôle, c'est qu'un producteur l'a acceptée et va la monter. « Les éléphants n'ont pas de mémoire », murmura Bunch. « Et moi qui croyais qu'ils avaient une mémoire d'éléphant. » Le révérend Julian Harmon sursauta soudain, la culpabilité faite homme. « Mon Dieu, je vous ai écouté avec un tel intérêt. Mon sermon !»« Encore des histoires policières, » commenta Bunch. « Mais authentiques, cette fois. »« Vous pourriez faire un sermon sur « Tu ne tueras point », suggéra Patrick. « Non, » répondit benoîtement le pasteur. « Je n'ai pas la moindre intention de faire mienne cette maxime.
Non, vous avez raison, Julian, mon chéri, dit Bunch. Je connais un texte bien meilleur, beaucoup plus gai. Car voici que le printemps est là, et que la voix de la tortue se fait entendre dans la plaine, cita-t-elle d'une voix enthousiaste. Non, ce n'est pas tout à fait ça, mais vous savez très bien de quel texte je veux parler. Encore que je ne vois pas pourquoi il y est question d'une tortue. Je n'ai jamais eu l'impression que les tortues brillaient par l'excellence de leur voix. La traduction du mot tortue n'est pas très heureuse, expliqua Julian Harmon. Il ne s'agit en l'occurrence pas d'un reptile, mais d'une tourterelle. Dans l'original, le mot hébreu est... Bunch l'interrompit en se coulant dans ses bras. En tout cas, je sais une bonne chose. Vous, mon chéri, vous pensez qu'Assuérus le Grand de la première lecture n'était autre qu'Artaxerxès II. Mais tout à fait entre nous et de vous à moi, il s'agissait d'Artaxerxès III. Comme à chaque fois, Julian Harmon se demanda pourquoi sa femme trouvait cette histoire tellement hilarante. « Téglat-Phalazar meurt d'envie d'aller vous aider, dit Bunch. Il peut être très fier de lui. C'est lui qui nous a montré comment les plombs avaient sauté. » Nous devrions nous abonner à quelques journaux, suggéra Edmund à Philippa le lendemain de leur retour à Chipping Cleghorn après leur voyage de noces. Allons jusque chez Totman. Le papetier libraire de la Grand-Rue, petit bout d'homme au souffle court et au mouvement prudent, les reçut avec affabilité. « Ravi de vous revoir, monsieur, et madame. Nous venons commander des journaux. »« Certainement, monsieur. J'espère que madame votre mère se porte bien. Elle est bien installée à Bournemouth ?»« Elle est enchantée, » répondit Edmund, qui n'en avait pas la moindre idée, mais qui, comme la plupart des fils, préférait penser une bonne fois pour toutes que tout allait bien pour ces êtres unanimement révérés, mais souvent irritants que sont les parents. « Oh, ça ne m'étonne pas, monsieur. C'est un endroit charmant. J'y ai passé des vacances l'an dernier. Mrs. Totman a beaucoup aimé. Tant mieux. Pour en revenir aux journaux, nous aimerions. Et il paraît qu'une de vos pièces se joue à Londres, monsieur. Très amusante, à ce qu'on m'a dit. Oui, elle marche bien. Elle s'appelle, me suis-je laissé dire, Les éléphants n'ont pas de mémoire. Pardonnez-moi de soulever ce point, monsieur, mais j'avais toujours cru qu'ils en avaient énormément. De la mémoire, veux-je dire. Oui, c'est vous qui êtes dans le vrai. Et je commence à croire que j'ai fait une erreur en choisissant ce titre. Des tas de gens m'ont fait la même remarque. C'est une donnée de science naturelle bien connue, je crois. Oui. Comme le fait que les perce-oreilles sont de bonnes mères. C'est vrai ? Ah, ça, je l'ignorais. À propos de nos journaux, vous preniez, me semble-t-il, le Times. Monsieur Totman attendit, crayon levé. Le Daily Worker, dit fermement Edmund. Et le Daily Telegraph, ajouta Philippa. Et le New Statesman, reprit Edmund. Le Radio Times, enchaîna Philippa. Le Spectator, lança Edmund. La Chronique des Jardins, renchérit Philippa. Ils s'interrompirent pour reprendre leur souffle. Merci, monsieur, dit monsieur Totman. Et la Gazette, je suppose ? Non, dit Edmund. Non, dit Philippa. Pardon ? Vous souhaitez naturellement recevoir la Gazette ? Non. Vous voulez dire ? Monsieur Totman aimait les situations claires. Que vous ne voulez pas la Gazette ? Nous n'en voulons pas. Résolument pas. Vous ne voulez pas la North Bentham News and Chipping Cleghorn Gazette ? Non. Vous ne voulez pas que je vous l'envoie chaque semaine ? Non. C'est clair maintenant, ajouta Edmund. Oh oui, monsieur. Oh oui, tout à fait. Sitôt Edmund et Philippa sortis, monsieur Totman traîna les pieds jusqu'à son arrière-boutique. « T'as un crayon, maman » demanda-t-il à sa moitié. « Mon stylo est vide. »« Laisse-moi faire, » dit Mrs. Totman en prenant le cahier de commande. « Je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'ils veulent ?»« Le Daily Worker, le Daily Telegraph, le Radio Times, le New Statesman, le Spectator et, voyons voir, la Chronique des Jardins. »
La chronique des jardins, répéta Mrs. Totman en ôtant fébrilement. Et la Gazette? Ils ne veulent pas de la Gazette. Quoi? Ils ne veulent pas de la Gazette, ils me l'ont dit. Ne raconte pas de bêtises, s'exclama Mrs. Totman. Tu n'y entends plus. Bien sûr qu'ils veulent la Gazette. Tout le monde lit la Gazette. Comment saurait-il ce qui se passe dans le coin sans ça? C'est la fin de ce roman. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Si vous avez apprécié, merci de laisser un like, un commentaire et partager. À bientôt.